Les attentes de la population trouveront-elles satisfaites au cours de ces seconds quinquennats? Et qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du chef de l'État ou encore de son projet de société lors de son discours d'investiture comme président de la République? Et c'est quoi la part de la population dans tout ça? On en parle avec Billy Ndjazi, cette fois-ci avec une autre casquette, celle d'analyste politique, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami, merci. Merci encore de m'avoir invité. C'est un plaisir. D'abord, cette question, quelle lecture faites-vous des discours du président de la République devant le juge de la Cour constitutionnelle? Il y a parlé, a brossé son projet de société. Pensez-vous que c'est un projet de société réaliste? Alors, la lecture que je fais du discours du président de la République, c'est d'abord quelqu'un qui a pris conscience que le peuple congolais a mûri. Et le peuple congolais a des attentes bien précises. Et il se met debout aujourd'hui pour combattre tous les ennemis de la République et aussi tous les maux qui sont en train de gangréner notre République. Donc la corruption, les clientélismes et ainsi de suite, mais surtout dresser vraiment le front des Congolais pour qu'ensemble nous puissions construire un Congo beaucoup plus beau, beaucoup plus fort. Donc voilà ce que je retiens du discours. Après, évidemment, on va en parler de détails, de pourquoi, du comment, et ainsi de suite. Alors, vite fait, est-ce qu'on peut avoir à quelques mots ces attentes de la population? Et pensez-vous que ces attentes seront rencontrées lors de ce second quinquennat? Alors, les attentes sont énormes, il faut le dire. Nous sommes dans un pays où les défis sont énormes. Le défi principal, je pense, aujourd'hui, c'est la jeunesse et surtout le problème de l'emploi. On a une population qui est à majorité jeune, on parle de 70% de la population, mais on a aussi une population qui est au chômage. Et tous ces jeunes-là qui ne trouvent pas de l'emploi attendent à ce que le président de la République puisse mettre en place des politiques pratiques pour qu'on puisse avoir de l'emploi. On a parlé de 6 millions d'emplois et c'est ça la plus grande attente de la population. Mais comment changer justement la situation sociale des Congolais ou encore leurs conditions sociales alors que pratiquement notre économie est extravertie? Il faut rappeler ici que les Congolais achètent plus qu'à ce que nous produisons. On n'a pas cette culture de l'agriculture par exemple. Tout ce qu'on produit, ça vient pratiquement de l'extérieur. Mais comment changer cette condition sociale de la population alors que rien ne nous permet d'être vraiment comment dire, d'être très actifs dans ces changements? Est-ce que vous avez une proposition à faire au gouvernement ou encore au chef de l'État qui certainement vous suit en direct? Évidemment. Déjà, il faut rappeler qu'ici, quand nous élisons les présidents de la République et tous les représentants du peuple, c'est pour qu'ils puissent trouver des solutions pratiques aux problèmes de la population. Vous voyez, moi évidemment, je vais donner tout ce que j'ai comme idée, mais d'abord il faut qu'on sache que nous, la population, on ne doit pas trouver des excuses aux élus et au président de la République. Quand on le nomme, on l'élu, après une élection, c'est évidemment pour trouver des solutions aux problèmes de la population. Maintenant, quand on parle de l'économie et comment trouver la solution elle est simple. Il faut produire. Chers membres du gouvernement, notez, s'il vous plaît, c'est un économiste qui parle. Alors, il faut produire. On ne produit pas assez. On ne produit pas assez des ingénieurs, on ne produit pas assez, et quand je parle de pas assez, je parle de la qualité. On ne produit pas assez des fruits et légumes, on ne produit pas assez de viande, on ne produit pas assez de poissons. Il faut produire. Aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle où la technologie est tellement avancée que pour rattraper le retard des autres nations, on n'a pas besoin de 100 ans. Il y a tellement de techniques avancées et on n'a qu'à prendre une technique qui convient à notre sol, à notre sous-sol, à notre environnement et l'adapter. Et on va aller comme ça dans plusieurs domaines. On peut commencer par l'agriculture. Il faut qu'on ait un plan national, d'accord? Un plan national de l'agriculture qui fera en sorte que nous puissions bien identifier les cultures pour lesquelles nous pouvons être des champions, pas seulement en Afrique, mais même aussi au monde, et y mettre du sien. On peut parler du cacao, on peut parler de palmiers, on peut parler de fruits et légumes. Il y a évidemment beaucoup de pays aujourd'hui qui exportent beaucoup de fruits
ok? En parlant de l'avocat, le Kenya récemment est devenu l'un des plus grands clients de la Chine parce qu'il exporte énormément d'avocats en Chine. On peut parler des bananes, on peut parler des... On n'est pas forcément, on ne doit pas forcément aller dans des choses très compliquées. Vous voyez, on a des cultures chez nous ici qui sont des cultures qu'on peut exporter. Et pourquoi je parle de l'exportation? Parce que on a besoin évidemment que l'économie ne soit pas simplement basée sur de l'importation. On veut exporter pour avoir des devises et évidemment équilibrer la balance d'échange. Parce qu'on va peut-être en parler un peu plus tard. On a besoin de manger frais. Comment on fait pour nourrir 100 millions d'habitants? Il faut une planification. Alors, qu'est-ce que nous on attend du gouvernement? On attend un plan. Que le gouvernement nous dise que dans les 5 prochaines années, nous allons sortir 20 millions d'habitants de la pauvreté, ou même disons de la misère. On n'arrive pas à manger à notre faim. C'est quoi le plan? Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que population? On surveille le gouvernement. On lui dit, ah, vous avez fait un plan. C'est-à-dire sur une année, on doit avoir des résultats. Peut-être on va atteindre 20% des résultats. Sur 2 ans, on sera à 50%. Et nous, on est là pour surveiller. Ce dont on a besoin, ce n'est pas des discours. C'est un plan bien précis et surtout le mettre en pratique. Et seulement c'est quand on met en pratique le plan qu'on peut maintenant juger le gouvernement qui fait un travail correct. Justement, vous accusez les ministères du plan d'être inefficaces dans la production de plans ou des résultats pour nous permettre d'être à la hauteur. Parce qu'il faut le dire ici, on a un ministère des plans qui doit travailler en synergie avec d'autres ministères. C'est-à-dire, j'ai l'impression, lorsque vous parlez, que ce ministère est inexistant ici en RDC, mais il y a également des personnes qui pensent ou qui conditionnent l'agriculture ou la production dans l'agriculture avec les infrastructures, le construire de routes, tout ça. Est-ce que c'est une idée que vous partagez? Évidemment, moi je n'accuse personne. Ce que je veux dire ici, c'est que nous sommes conscients de vivre dans un pays à plusieurs défis. Les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, ok? Et quand nous posons notre choix, ok, sur le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est pour qu'il puisse nous sortir de cette situation. Mais pour qu'on nous sorte de cette situation, on doit regarder les choses en face. C'est-à-dire quoi? On a des défis énormes. Et le défi, ça ne va pas se relever avec des discours. Moi, personnellement, les discours ne me séduisent plus. D'accord? Voilà pourquoi je parle de plan. Pourquoi le plan? Parce qu'on a la continuité de l'État. Oui. Après les 5 ans de Félix Tshisekedi, un autre président viendra. Logique. Mais il ne doit pas venir et recommencer à zéro. Quand on parle de consolider les acquis, ce n'est simplement pas des phrases en l'air. Les acquis, c'est quoi? On a un plan sur les 30 prochaines années pour développer l'agriculture du Congo. On a un plan sur les 30 prochaines années pour le tourisme. On a un plan sur les 30 prochaines années sur les infrastructures. D'accord? Quand on commence à exécuter ces plans-là, consolider les acquis, ça veut dire que le président qui vient après Fachi, ok, il doit avoir un plan qui va continuer. Et quand on juge le président par rapport à la performance, c'est qui met en place ce plan-là de manière la plus efficiente. Vous voyez, quand on dit qu'on doit avoir 80% d'énergie renouvelable, par exemple au Congo, ou on doit avoir, je dis n'importe quoi, on doit avoir un TGV d'ici 2028, c'est sur base de cela qu'on va juger un président. On dit qui met le plan du développement du Congo en marche de la manière la plus efficiente, avec peu de ressources, mais avec une vitesse beaucoup plus grande. Parce que croyez-moi, on peut mettre n'importe qui à la tête du pays. Le pays va bouger, il ne va pas rester. Vous prenez un Chege, vous le mettez à la tête du pays, il a 16 milliards de dollars comme budget. Il peut se réveiller, il dit, bon, construisez-moi un immeuble, construisez-moi un stade. Mais comment tout ce qu'on construit entre dans le plan de développement du Congo? Et le plan, on parle de l'agriculture, on parle du tourisme. Il y a évidemment énormément de pays qui vivent du tourisme. On parle de l'énergie, on parle de services, on parle de la sous-traitance et ainsi de suite. Et tout ça, ça doit être bien planifié pour que même quand un ministre vient dans le gouvernement, on le juge dans sa capacité à réaliser le plan qui est dans son domaine. Qui a été conçu par d'autres. Le plan est conçu par les Congolais. Oui. Le plan doit être conçu par les Congolais. C'est-à-dire quoi? Des spécialistes, des experts. Et on a tout ça. Vous savez, aujourd'hui,
Avec l'intelligence artificielle, vous allez demander à l'intelligence artificielle, je peux vous faire une démonstration maintenant, hein. Vous lui dites comment on peut développer la République démocratique du Congo. Il va vous donner des réponses. Mais ce ne sont pas les réponses qui manquent, ce ne sont pas les experts qui manquent, ce ne sont pas les théories qui manquent, ce sont les personnes qui peuvent mettre ces plans en exécution. Et c'est tout ça les jugements, ce ne sont pas les promesses qui manquent. D'accord ? Mais juste pour vous relancer, face à une population qui a sa propre conception des résultats, c'est-à-dire une population qui a souffert depuis longtemps, qui attend juste qu'on puisse améliorer sa condition ou ses conditions sociales. Voyez-vous cette population être pour un plan de 20 ans, 30 ans, ou c'est une population qui veut du concret, c'est-à-dire vous êtes demain élu, député national ou président de la République, après un an, vous lui apportez des solutions, c'est ce que la population veut. Mais avec des plans de 30 ans, ça risque. Pourquoi on choisit nos dirigeants? Sur quelle base on choisit nos dirigeants? On veut que ce soit la crème de la crème, vous comprenez? C'est-à-dire les personnes qui sont, nous estimons, qui sont au-dessus de nous, qui réfléchissent beaucoup mieux que nous et qui peuvent nous servir mieux que nous-mêmes. On les désigne, on les dit, allez, allez-y, travaillez pour nous. Vous comprenez? Oui. La population peut dire tout ce qu'elle veut. Et si vous soumettez simplement au dictat de la population, vous allez faire des actions juste pour frimer. Vous voyez, vous faites des actions pour frimer, mais après, ça sera balayé parce que ça n'a pas été bien basé sur un plan qui va sur la durée. On ne peut développer le pays que sur un plan qui va sur la durée. Maintenant, si on veut parler des actions concrètes pour voir un changement total des conditions de vie de la population, ça aussi c'est très simple, hein. Et ça, c'est vraiment le travail qu'on peut faire pendant la première année, la deuxième année, on verra un changement. Je vous donne un exemple. Le SMIC, okay, le salaire minimum, okay, qui doit être garanti à tout employeur. Quand vous allez par exemple en Allemagne ou en Suisse, c'est connu, okay, c'est officiel. On vous dit, peu importe le travail que vous faites, le minimum que vous êtes payé, c'est 8 € l'heure. Okay. On va vous dire c'est 1200 $ le mois ou 1200 €. D'accord? Est-ce que vous connaissez le salaire minimum ici à Kinshasa? Ça veut dire que déjà, tout celui qui travaille, peu importe le travail qu'il fait, qu'il soit peintre, qu'il soit décorateur, qu'il soit électricien, qu'il soit maçon, il doit avoir un salaire minimum. Mais le contexte est différent. Nous sommes en Afrique et puis le développement du Congo a été retardé pendant plus de 60 ans. Oui, mais on va continuer, on va continuer à pleurer jusqu'à quand? Il faut maintenant poser les actions. Mais il faut... Je vous donne un exemple. On a dit tout taxi doit être de couleur jaune. Aujourd'hui, tous les taxis sont de couleur jaune. Pourquoi? À l'époque, quand on a dit qu'on ne voulait plus de véhicules de plus de 10 ans, est-ce qu'on n'a pas vu que le parc automobile de Kinshasa avait été renouvelé? C'est la force de la loi. Et un pays sans la force de la loi n'est rien. Aujourd'hui, la plupart des problèmes qu'on a de sous-développement, c'est pourquoi? Parce qu'on a des lois, mais qui n'entrent pas en force, qui ne sont pas respectées. Et tout ce qu'on attend du président, tout ce qu'on attend des élus, c'est que déjà avec les lois qui existent, sans en créer de nouvelles, qu'elles soient respectées. Quand on dit que le salaire minimum, il est de 150 $, ça veut dire que même quand tu as un chauffeur, même quand tu as une bonne, un domestique, c'est 150 $ minimum que tu le payes. Et c'est ce qui change la vie de la population. Vous comprenez? En fait, c'est l'application de la loi. On parle de commerce en détail qui doit être réservé aux nationaux. Ah, là aussi, il y a un problème. D'accord? Aujourd'hui, la concurrence, elle est tellement déloyale que toutes ces personnes-là qui espèrent changer leurs conditions de vie, améliorer leurs conditions de vie, si aujourd'hui on dit que on fait appliquer cette loi-là, que tout ce qui est commerce de détail soit réservé aux nationaux, vous n'avez pas idée combien ça va changer la vie de beaucoup de personnes ici au Congo. Parce que la concurrence, elle est tellement déloyale que les Congolais qui essayent de se débrouiller dans le commerce n'y arrivent plus. Vous estimez que l'État congolais est faible? J'estime que les institutions, d'accord, nos institutions au Congo sont faibles. Et tout ce qu'on veut et tout ce qu'on attend du président, c'est qu'il puisse rendre ces institutions le plus fortes possible. D'accord? Que personne ne soit au-dessus de la loi. Quand on dit que la loi interdit de brûler le feu rouge, peu importe qui tu es. Ok, officiel ou pas, cortège ou pas, tu brûles pas. C'est aussi simple que ça.
il faut qu'il y ait le respect de la loi. Parce qu'on parle de développement, on parle de la pauvreté, on parle des attentes de la population. Mais la population attend le développement. Mais c'est à vous, l'élite, de concevoir ce développement-là, de le planifier et de le mettre en pratique. Vous comprenez? On dit qu'on veut développer l'agriculture, mais il faut qu'il y ait un plan. Le plan consiste à quoi? Il faut former tous ces paysans qui vont aller dans l'agriculture dans des techniques modernes. Il faut les regrouper, il faut les financer, il faut les éduquer, il faut les former. Il faut planifier comment transformer ces aliments-là. Il faut planifier comment transporter ces aliments-là. Il faut planifier les routes qui doivent aller avec. C'est une planification. On doit savoir que dans 5 ans, on va pouvoir relier telle province à une province à une autre province. D'accord? On doit pouvoir évaluer l'action du gouvernement. On doit pouvoir dire que dans 10 ans, on aura un train qui va quitter Kinshasa et qui peut partir partout au Congo. Partout. On doit pouvoir avoir ces plans. Ces plans qui disent que on veut que d'ici 10 ans, qu'on puisse importer que 30% de ce qu'on mange comme viande. Que ce soit la volaille, que ce soit le bœuf et ainsi de suite. Et comment on fait ça? On doit planifier. On a besoin de quelle est la production dont on a besoin ici au Congo par an? Comment on fait pour y arriver? On doit avoir combien de têtes de bétail par an? Comment on fait pour produire le lait, le fromage et ainsi de suite? Ça doit être planifié. Le problème, c'est qu'on n'a pas de plan. Et donc, du coup, quand on vient dans le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? On frime. La frime, c'est quoi? C'est faire des actions pour que les gens voient qu'on travaille, mais au fond, il n'y a rien. Dès que vous quittez le ministère, l'action meurt. Et c'est ça le grand problème avec le Congo. C'est-à-dire chacun apporte sa vision. Chacun apporte sa vision parce qu'il n'y a pas un plan global pour sortir l'entièreté du peuple congolais de la souffrance, de la misère. Il faut qu'il y ait ces plans-là. On peut parler de développement comme on veut. Tant qu'il n'y a pas de plan, on est en train de naviguer à vue. On peut avoir la vision, on peut avoir toute la volonté du monde, on peut avoir tous les beaux discours, on peut avoir tout ce qu'on veut. Tant qu'on ne planifie pas, on ne sort pas de ce développement. Oui, il faut planifier. Ouais. Mais le Congo a divers problèmes dont il faut apporter des solutions. Ouais. Vous avez à l'Est, il faut financer l'armée, équiper l'armée, faire des réformes pour pacifier cette partie de la République. Vous avez d'un côté un Congolais qui fait très bien manger, il faut remplir son assiette. Vous avez de l'autre côté des jeunes gens, des jeunes diplômés qui sortent fraîchement des universités, qui cherchent des boulots. Finalement, tout est prioritaire au Congo, mais est-ce que c'est là qu'ils disent qu'il faudrait que le chef de l'État puisse choisir certains secteurs dont il doit privilégier parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout changer à la fois. Partagez-vous cet avis? Est-ce qu'il y a des priorités où il faudra aller comme ça, embrasser tout, question de satisfaire tout Congolais de là où il est? Évidemment, il y a des priorités qui sont peut-être classées un peu plus haut que les autres. D'accord? Mais on ne peut rien délaisser. Voilà pourquoi je reviens encore sur la même chose. Il faut une planification. Je vous donne un exemple. Nous voulons un Congo développé. D'accord? Ça veut dire que dans 20 ans ou dans 30 ans, nous voulons que le Congo soit entièrement entre les mains des Congolais. En termes de médecine, d'accord? En termes d'ingénierie, ok? En termes d'agriculture, en termes de mines, ok? De minerais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit planifier qui sera le médecin de demain, qui sera l'ingénieur de demain. On a besoin de combien d'ingénieurs au Congo par année? Parce que le Congo, c'est un chantier. Il doit être construit par des ingénieurs. Et dans tous les domaines, hein, agriculture, minerais, eau, électricité, ainsi de suite. On le forme où? Est-ce que dans 20 ans, on aura des ingénieurs congolais capables de prendre la relève sur tous les secteurs de la vie? Justement, est-ce que le Congo n'est pas victime de son retard dans les systèmes du développement mondial? La technologie, par exemple, les sciences. Le Congo n'est pas victime. Il faut qu'on arrête avec le discours de victimisation. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des acteurs et nous choisissons ce que nous faisons de notre pays. Librement. Il y a évidemment des secteurs où il y a la géopolitique qui intervient et ça devient un peu plus complexe. Il y a des secteurs où ça n'intervient pas. Je vous donne un exemple. Dans notre ville de Kinshasa, ok? Oui. Je ne sais pas, on a combien de carrefours?
Mais à combien de carrefours vous voyez le feu rouge, le feu des signalisations fonctionner correctement? Pas plus de 5, hein? Pas plus de Quand 5. vous allez sur le boulevard, c'est l'enfer quand il faut circuler la journée. Ok? Vous ne pouvez pas dire qu'on est victime. Non, il faut qu'on arrête avec ces discours-là. L'État doit agir. L'État doit agir. L'État doit planifier le développement. L'État doit planifier la citoyenneté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire non, le Congolais, la mentalité, ainsi de suite. Ah, ça aussi. Ils vont continuer à jeter les ordures, ils vont continuer à conduire n'importe comment. Mais c'est faux. Il faut croire que tout citoyen du monde a une mauvaise mentalité à l'origine. Tu prends un Américain, tu le mets au Congo, 2-3 ans après, il va conduire comme les Congolais. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que dans ces pays-là, on a ce qu'on appelle des lois, ok, qui agissent un peu comme des garde-fous. Les garde-fous, c'est quoi? On te dit, Monsieur Paul, si vous brûlez un feu, on va vous arracher votre permis de conduire. Vous voyez? Et quand vous le faites, on vous arrache votre permis de conduire. Et ça vous pénalise parce que vous ne pouvez plus conduire. Le jour où quelqu'un d'autre vous laisse sa voiture ou même vous conduisez avec votre propre voiture, l'amende qu'on va vous flasher là, vous n'allez plus jamais recommencer. Vous comprenez? Oui. Il n'y a que ça. Donc, Le peuple n'est pas forcément conscient du bien et du mal. Non, le peuple doit être encadré avec des lois qui agissent comme des garde-fous. Okay? Et c'est ce qui fera que les gens se comportent correctement. Quand on a dit aujourd'hui, on a dit à l'époque, il faut porter un masque. Quand tu ne portes pas un masque, tu as une amende. Tout le monde a porté un masque. Même quand tu ne voulais pas, même quand tu te les sens gens étouffé. portaient plutôt des masques parce qu'ils avaient peur de mourir. Non, en dehors de cela, La Covid tuait. Oui, en dehors de cela, il y a des gens il y a toujours des têtus. Mais quand on a dit amende, tout le monde a porté. Ok? Parce que les gens, les discours des personnes de la population, généralement, c'est quoi? Ah non, à l'époque, il y avait le fouet. Les gens respectaient les lois parce qu'il y avait le fouet. Avec Mosier. Mais aujourd'hui, il y a toujours les fouets. Mais les fouets n'est plus forcément un caoutchouc. D'accord? Le fouet, c'est quoi? C'est ta poche. C'est ton portefeuille. Quand on frappe ta poche, tu vas te ranger. Vous comprenez? Je donne un exemple simple. On dit il faut payer la vignette. La plupart des gens ne payent pas la vignette. Mais c'est ça aussi les problèmes des Congolais, les taxes, les impôts, tout Mais ça. pourquoi les gens ne payent pas la vignette? Parce que la vignette, ça sert à quoi? Ok? Il faut entretenir les routes. D'accord? Mais les gens ne payent pas la vignette, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que même le jour où on fait le contrôle, ok, il suffit qu'il échappe au contrôle. Et vu que les contrôles sont périodiques, c'est fini. Il va attendre l'année prochaine. Et surtout s'il sort le matin, il rentre le soir. Mais le jour où on dira que, même quand tu gardes ta voiture là, si on vient et qu'on découvre que tu n'as pas payé la vignette, on va te flanquer une amende qui sera très salée et qu'on commence à le faire. Croyez-moi, chacun de nous va aller payer sa vignette sans qu'on puisse faire un contrôle périodique. Vous comprenez? Alors, la force de la loi doit être non négociable. Et c'est ça, c'est ce qui crée le développement. Et c'est ce dont la population a besoin. Il a besoin que la loi soit respectée. Quand on dit la garantie locative doit être de 3 mois, il faut que ça soit respecté. Ceux qui font signer des contrats avec une garantie de plus de 3 mois, ils doivent payer des amendes. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content des résultats du gouvernement, puisque... Non, moi je vous parle des attentes de la population. Je vous parle des attentes de la population. Qu'est-ce que la population attend? Ok? La population veut manger à sa faim. Je vous ai dit ce que moi je pense. Je pense qu'il faut qu'on planifie le développement de l'agriculture et qu'on puisse l'exécuter. Exécuter quoi? La planification. La planification de l'agriculture, ça passe par quoi? Ça passe par la formation des paysans. On doit les regrouper en coopératives. Ok? On doit penser à transformer ce qu'ils produisent. Ok? On doit penser à transporter ce qu'ils produisent. Et tout ça, ça doit être planifié. Et quand on met un ministre de l'Agriculture, son rôle, c'est quoi? C'est d'exécuter les plans nationaux. Vous comprenez? Quand on parle de la création d'emplois, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que la population attend? La population attend que les lois qui existent déjà soient respectées. Je vous ai parlé du SMIC. Ouais. D'accord? Il faut que les salaires minimums soient garantis. D'accord? Je vais vous parler aussi de la sous-traitance.
Il y a une loi sur la Un sous-traitance. secteur où il y a aussi Exactement. trop de Il y a une problèmes. loi sur la sous-traitance. La sous-traitance, en fait, c'est la loi qui crée des entrepreneurs congolais. Ok? Parce qu'on donne la priorité aux Congolais. Ok? Que ce soit dans les mines, que ce soit dans tout autre domaine. C'est-à-dire que quand Milvest vient construire ici, il faut que tout ce qui est sous-traitance soit fait par des Congolais. Mais c'est ce qui n'est pas fait jusqu'à Malheureusement, ce jour. Oui. malheureusement, c'est pas fait. C'est-à-dire quoi? Moi qui suis entrepreneur congolais, ok, j'ai peut-être mon entreprise de sous-traitance, j'aurais pu gagner un marché pour livrer, je sais pas moi, des barres de fer ou du ciment, ok, en entreprise Milvest, et derrière moi, j'aurais créé probablement 40 à 50 emplois. Parce que j'aurais besoin de la main-d'œuvre, ok, pour accomplir ce travail-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une entreprise indienne ou chinoise, je ne sais pas, qui va gagner ces marchés-là et qui va faire ces livraisons-là et qui va prendre des Congolais comme un peu des esclaves modernes. Ils vont être très mal payés, ils n'auront jamais des contrats, ils ne seront jamais contrôlés. Alors que moi, quand j'ai mon entreprise, je dois avoir des contrats avec ces Congolais-là, je dois les payer correctement parce que je respecte la loi sur le SMIC et aussi je dois payer mes taxes et mes impôts parce que je dois payer la taxe sur l'IPR. Ok. Vous comprenez? Et c'est pour vous dire qu'à chaque fois qu'on ne respecte pas la loi, on appauvrit les Congolais. Qu'est-ce que la population attend? La population attend que la loi sur la sous-traitance soit exécutée, soit conforme. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps d'échanger l'entourage du chef? Puisque lui, c'est le président de la République, il est comme l'aigle, il doit veiller sur tout, mais il ne sera pas partout. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens. Vous avez entendu le président le dire pendant sa campagne. Il y a des villes où il est allé, il a dit il faut choisir les bons députés. D'accord? Oui. Nous, on est évidemment, en tant que population, on est responsable des choix qu'on fait. Mais moi, je pourrais simplement dire qu'il y a évidemment des choix qui sont beaucoup plus cartésiens que le président peut faire et c'est ce qu'on attend de lui pour ses deuxièmes mandats. On attend de lui qu'il mette des personnes qui sont aussi visionnaires que lui, qui adhèrent à sa vision, mais surtout qui peuvent transformer sa vision en action. D'où la question, quel profil pour les gouvernements? Puisque c'est tout ce que la population attend. La formation d'un gouvernement capable d'apporter des solutions ou la réponse à ces questions. Le profil dépend de ce que nous voulons faire pour les 5 prochaines années. Si on veut faire de la politique, d'accord, on veut frimer, comme on le dit, les profils, ça sera des gens qui sont peut-être populaires, avec des partis politiques, et ainsi de suite. Si on a un plan, par contre, ok, et qu'on veut enclencher le développement du Congo, les profils seront des technocrates, des experts, des personnes qui pourront être jugées sur des résultats et non sur le poids politique. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, détail. Oui, voilà. Quand on nomme un ministre du tourisme, ok, on a un plan pour développer le tourisme. D'accord? On lui dit, toi, ton rôle, c'est que dans les 5 prochaines années, on doit avoir autant de touristes, d'accord, qui viennent chaque année. Je dis n'importe quoi. Supposons que chaque année, au Congo, je dis n'importe quoi, on a 100 000 touristes. On lui dit, toi, ton plan, c'est qu'on veut avoir 1 million de touristes, ok, d'ici 5 ans. D'accord? C'est à toi maintenant de mettre ça en exécution pour attirer le maximum de touristes. C'est à toi de mettre en exécution le plan pour que le domaine du tourisme soit très développé. Et vous n'avez pas idée combien d'emplois peuvent être créés seulement dans le tourisme. Parce qu'il y a des pays qui ne vivent que de ça. Et nous, le potentiel, hein, on en a. Voilà pourquoi moi, je ne parle pas de potentiel. Moi, je parle de la pratique d'être pragmatique. C'est-à-dire qu'un ministre qui vient, il est technocrate, il a des résultats. Si après une année, on voit que ça ne bouge pas, il part. Donc vous êtes sûr avec la nomination d'un monsieur que j'ai attendu parler de bien de lui, c'est M. Aldarich Luboya, d'un même ministre de la Jeunesse. Vous croyez en lui, puisque vous parlez des résultats? Ouais, je sais qu'il est jeune, d'accord, et peut-être parce qu'il est jeune qu'on parle du ministère de la Jeunesse, mais moi, je le connais personnellement. Vous le voyez dans un autre ministère? Je le vois dans des ministères beaucoup plus grands que ça. Exemple? Je le vois dans les ministères de l'économie. Ah, là où il y a l'argent. Je le vois. Non, je le vois. Non,
Je ne parle pas d'argent ici. Parce que, écoutez-moi bien, quand on parle de la jeunesse, hein, est-ce que le ministère de la Jeunesse a pour vocation de créer de l'emploi pour les jeunes? Je ne pense pas. Aujourd'hui, quand vous voulez aider les jeunes, mais je ne pense pas qu'on va passer... Je préférerais même qu'on lui donne le ministère de l'Agriculture, élevage et pêche. Parce que je suis sûr que dans ces domaines-là, on peut créer des millions d'emplois. OK? Et ainsi répondre à la demande de la population qui est en majorité jeune. Vous voyez? Et je suis sûr qu'il a les compétences et il peut planifier un développement sur plusieurs années, pas seulement sur 5 ans. Parce que croyez-moi, tout celui qui vient, il vous parle d'un discours de 5 ans, il ne fera rien de bon. Et qui voyez-vous Premier ministre? Il y a Vital Kamerhe, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Augustin Kabouya, il y a Guy Luando, ils sont énormes. Qui voyez-vous Premier ministre? Parlez avec le cœur, hein. J'aimerais que le Premier ministre soit un technocrate. Augustin Kabouya? J'ai simplement dit que j'aimerais que non, la population a besoin d'un nom. Oui, c'est ça que j'ai dit. J'aimerais que le Premier ministre soit un technocrate. Non, on veut juste un nom. Quelqu'un qui peut... Moi, je vous ai parlé... Je ne vous ai pas parlé de politique. Hein. Je ne vous ai pas parlé de politique parce que la politique est très compliquée. D'accord? Aujourd'hui, je vous ai parlé vraiment comme un citoyen congolais qui n'y connaît rien en politique, qui veut simplement des résultats. Alors, la population va juger. Ok? Qui veut des résultats? Alors, qui comme Premier ministre peut conduire ce gouvernement de technocrates? Un technocrate, quelqu'un qui a de l'expertise, ok? Quelqu'un qui a déjà eu des résultats dans le passé. Des Obomamboka. Quelqu'un qui a déjà eu des résultats dans le passé. Et moi, je vous dis, quand on nomme un technocrate, on l'évalue sur les résultats. Après une année, si on ne voit pas des résultats, on va les dégager. Nous, tout ce que nous voulons en tant que population, ce sont des résultats. Et je vais vous donner peut-être quelques points. Il y en a énormément, ok? On peut en discuter pendant des heures. Mais je vais vous donner quelques points qui, s'ils sont touchés, on aura des résultats palpables. C'est aussi simple que cela. Alors, arrêtez-moi si j'ai dit une bêtise ou si la question n'est pas dans son place. Vous êtes économiste Renault, ou économiste des Renault, excusez-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui me vient comme ça, les secteurs bancaires peuvent aussi constituer une source de développement, une option? Évidemment, le secteur bancaire peut constituer une source de développement parce que le secteur bancaire, c'est le secteur qui soutient l'entrepreneuriat. Ok? Aujourd'hui, l'État, évidemment, peut accompagner le secteur bancaire. Comment? Premièrement, en garantissant les fonds et les crédits que le secteur peut allouer aux entrepreneurs. Ok? Deuxièmement, en s'assurant qu'on peut identifier de manière claire chaque Congolais. D'où l'importance d'avoir une carte d'identité. Parce que vous savez pourquoi on n'a pas confiance, le secteur bancaire n'a pas confiance en la population? Parce qu'on ne sait pas identifier les gens. Comment est-ce qu'on peut donner du crédit à un individu et s'assurer que cet individu-là ne va pas disparaître dans la nature? Puisqu'il n'a pas de carte d'identité. Il a une carte d'électeur. Une carte d'électeur, on sait dans quelles conditions on les prend. Il n'y a aucun contrôle. D'accord? Comment est-ce qu'on peut vous donner à vous un crédit sur 10 ans? Si vous disparaissez, comment vous retrouvez? Vous voyez, donc l'État a aussi sa part de choses. Premièrement, aider à identifier clairement la population. Deuxièmement, soutenir les banques en garantissant les crédits aux entrepreneurs et ainsi de suite. Et troisièmement, financer aussi. D'accord? Financer des projets. L'État peut évidemment, en tant qu'État, créer des banques qui financent, qui sont là pour financer des projets et ainsi de suite. Vous voyez. Donc je pense que le secteur bancaire est très très important pour le développement du Congo et c'est un secteur qu'on doit regarder de près. On arrive vers la fin de cette émission. Peut-être une petite question. Droit dans les yeux. Regardez votre caméra. Beaucoup de gens parlent de vous en bien. Je pense que le nom est bien prononcé. Exact. Candidat président en 2028? J'aurais bien aimé être candidat président, d'accord? Mais je pense qu'il ne faut pas être candidat
à la présidence pour faire beau. Il faut avoir de l'expertise, d'accord? Il faut avoir parcouru un bon bout de chemin, avoir appris, avoir vaincu aussi certains obstacles, pour prétendre à être président. Un président de la République, ce n'est pas n'importe qui. C'est une charge énorme et c'est une charge très grande. Je pense que, évidemment, si je le veux, je vais me préparer, mais je pense que 5 ans serait très peu. Je vais me préparer probablement pendant 10 ans ou 15 ans. Donc, ça va. Alors, on est arrivé à la fin de cet entretien. On va juste faire un petit truc. Vous allez répondre vrai ou faux. Première question. Vrai ou faux, le pays est entre de bonnes mains? Vrai. Vrai ou faux, vous croyez à l'amélioration des conditions sociales de la population? Vrai. Vrai ou faux, Aldaric Luboya n'a pas gagné à la députation nationale? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, Bilinjazi passe faire la politique? Vous pensez à la politique? Vrai. Et voilà. Il a pratiquement répondu à toutes nos questions. Certes, il y a des questions qui sont encore qu'on n'a pas eu le temps de poser. Par exemple, la réforme de la politique économique de la RDC. Il y a également la question sur l'apport des Congolais pour le développement du Congo. Mais il a parlé à cœur ouvert sur les attentes de la population et qu'est-ce que le régime peut faire justement pour non seulement conserver le pouvoir, mais apporter des réponses aux questions des Congolais. C'est la fin de l'émission. Votre caméra est là, vous avez un dernier mot. Alors, merci pour l'invitation. Je pense que en tant qu'un représentant, un citoyen congolais, j'ai exprimé ma pensée. Ma pensée, elle est simple. Je peux la résumer ainsi. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est un plan de développement du pays. Pas sur 5 ans, au minimum 30 prochaines années. Ce que nous attendons de lui, c'est l'exécution de ce plan-là, en choisissant des animateurs qui sont là, pas pour leur popularité, mais pour leur expertise, pour leur capacité à mettre en œuvre ces plans. Ce que nous attendons, c'est que les lois qui existent déjà puissent être respectées. J'ai cité quelques exemples. Sous-traitance, les lois sur les commerces de détail qui doivent être réservés aux nationaux, les lois sur les salaires minimums, le SMIC, et ainsi de suite. Et ce que nous attendons, c'est surtout que le président de la République puisse poser des bases solides dans tous les domaines. Éducation, énergie, infrastructure, santé, pour que les Congolais d'aujourd'hui puissent avoir une image claire sur ce qu'il sera dans 20 ans et dans 30 ans. Voilà, merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Il y a certes des questions qu'on aimerait poser, mais sauf que le temps nous fait un peu défaut. Mais je viens de recevoir une question, plutôt un message. Je peux les lire pour vous? Il n'y a pas de problème. Bonjour, ndeko journaliste, ezanga ndeko Edouard Kabangele, moi na quartier Bilinjazi, Tunela Bisoye, députation nationale à Boy. Moi, sincèrement, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas intéressé. Voilà, on termine l'émission. Voilà, c'est la fin de l'émission. On peut. Voilà. Merci, cher Paul. Le rendez-vous est pris pour prochainement avec un autre invité. On va pas tout justement parler de la politique à toutes et à tous. Au revoir, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.